Alors, un certain nombre de remarques générales, d'abord sur le contexte international. On les avait présentées dans le rapport d'orientation budgétaire. Globalement, vous le savez, la croissance européenne est plutôt, je dirais, déprimée en ce moment. La croissance des pays occidentaux, même au sens large. Le contexte mondial est plutôt riche en incertitudes, notamment sur le cours des hydrocarbures, c'est-à-dire pour l'essentiel du pétrole, mais aussi sur le cours du gaz, qui est en questionnement. Contexte international donc plutôt peu favorable à la croissance dans les pays occidentaux, avec un refroidissement particulièrement marqué, y compris dans des pays qui jusque-là tiraient la croissance mondiale, je pense à la Chine et aux États-Unis, et refroidissement qui se retrouve évidemment de façon très forte dans les pays qui sont fortement exportateurs, avec le refroidissement de l'économie allemande, qui est sans doute le grand phénomène de cette année 2019, puisque pour la première fois depuis très longtemps, la croissance française va passer au-dessus de la croissance allemande, ce qui est assez rare pour mériter d'être noté, et les prévisions 2020 font état de cette même différence. Donc un contexte qui invite plutôt à être prudent sur le plan international. Et je dis cela d'autant plus volontiers que ça n'est pas toujours connu, mais le Grand Est est la région de France qui est la plus exportatrice. Elle est une des rares régions de France qui a une balance commerciale positive avec l'étranger. Vous savez qu'on a une balance commerciale très largement excédentaire en France. Et donc on peut supposer en effet qu'un contexte international déprimé affecte un peu plus les territoires qui sont fortement exportateurs, comme le sont les entreprises de notre territoire, y compris les petites entreprises. Il ne faut pas s'imaginer que seules les grandes entreprises sont dépendantes du commerce international. Et c'est le fils d'un chef d'entreprise qui faisait 75% de son chiffre d'affaires à l'exportation qui vous le dit. Sur le contexte national, ce qu'on peut dire, c'est que les annonces qui ont été faites dans la loi de finances sont plutôt rassurantes pour les collectivités, puisqu'il s'agit d'une compensation, je le disais, de la perte de la taxe d'habitation à l'euro près. Évidemment, le niveau d'endettement de notre pays, qui n'est pas loin de 100%, qui traduit en grande partie les efforts qui ont dû être conduits pour compenser les effets de la crise de 2008. Ce niveau d'endettement et le niveau aussi du déficit public par rapport à la création nette de richesse, au produit intérieur brut, fait qu'il faut là aussi être prudent, puisqu'on peut s'attendre à ce qu'un effort supplémentaire soit attendu de l'ensemble de la sphère publique dans les années qui viennent. Il s'est exprimé jusqu'à présent pour les collectivités dans ce qu'on a appelé les contrats de Cahors, qui se sont adressés exclusivement aux collectivités dont le budget de fonctionnement était supérieur à 60 millions pour le budget principal, mais auxquels nous avions, vous vous en souvenez, souhaité adhérer volontairement. Dispositif du contrat Cahors qui encadre la croissance des dépenses de fonctionnement de 1,2% par an. Nous avons droit à 1,35 à Saint-Dié, mais nous sommes largement en dessous, et qui encadre aussi l'amélioration de la capacité d'investissement de la commune à travers le désendettement. Sur le contexte local, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, notre territoire voit son taux de chômage baisser. J'insiste sur les derniers chiffres, puisque les derniers sont ceux du troisième trimestre 2019, où le chômage est passé à 10,4% sur notre bassin d'emploi. Nous étions d'ailleurs, je crois, un des deux bassins d'emploi dans les Vosges où le chômage continuait à baisser, et celui où il baissait le plus fortement. Je rappelle qu'il y a quelques années, fin 2013, on était à plus de 16% sur le bassin d'emploi, donc il y a eu une baisse très significative du chômage. Et du reste, c'est vrai, quelles que soient les catégories de demandeurs d'emploi, c'est évidemment un peu plus marqué chez les jeunes et un peu moins chez les demandeurs d'emploi âgés. C'est aussi cette baisse plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Et c'est un sujet d'interrogation et de préoccupation pour nous tous. Donc un contexte qui est plutôt à la baisse du chômage sur le bassin d'emploi, avec, pour l'année 2018, vous vous en souvenez, comme en 2017, les deux premières années où le bassin d'emploi de la DEDACI était créateur d'emplois en net, c'est-à-dire qu'il avait créé plus d'emplois qu'il n'en avait détruit, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin des années 70. Pour autant, on va avoir un certain nombre de difficultés devant nous, et notamment sur le plan démographique. Vous le savez, une tendance démographique,
ça ne s'inverse que à peu près tous les 10-15 ans. Donc les tendances qui s'observent aujourd'hui, elles vont se reproduire dans les années qui viennent, avec comme conséquence une baisse mécanique du taux de chômage prévisible dans les années qui viennent, mais aussi une baisse du nombre de contribuables estimés à l'échelle du bassin de vie, comme d'ailleurs dans le département des Vosges, où cette baisse est particulièrement marquée par rapport à ce qui peut s'observer à l'échelle nationale. Voilà quelques éléments de contexte. Alors, le budget qui est présenté aujourd'hui au Conseil municipal fait apparaître, au titre du budget général, un montant de 38 91 942 euros, avec 22,2% en investissement. Tout budget, c'est un budget de 43 215 387, avec un montant d'investissement de 21,4%. Globalement, c'est un budget qui est en baisse, et c'est l'effet des transferts vers la communauté d'agglomération, qui sont légèrement inférieurs à 8 millions d'euros depuis le début de ce mandat. On peut s'attendre, du reste, à une baisse nouvelle dans les années à venir, en 2021-2022, puisque un certain nombre d'annonces ont été faites en conseil communautaire à ce sujet, sur des transferts possibles, notamment sur les équipements sportifs qui sont aujourd'hui gérés par des communes ayant des fonctions de centralité. Pour ce qui concerne le budget 2020, ces transferts vers la communauté d'agglomération se traduisent par une baisse à la fois en recettes de fonctionnement au titre des attributions de compensation, mais aussi en dépenses de fonctionnement d'environ 2 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Il ne faut donc pas s'étonner de voir des recettes en baisse et des dépenses en baisse à ce titre. Et quand on donne les chiffres en début de conseil municipal en disant « après neutralisation des transferts », c'est évidemment pour ne pas communiquer au conseil municipal et au public des données qui seraient faussées par l'effet de ces transferts, en donnant l'impression qu'on a des statistiques extraordinaires sur la baisse des dépenses de fonctionnement, alors qu'il n'y aurait que des transferts. La réalité que nous donnons, c'est que ces économies sont réalisées sans transfert, et que les transferts sont neutralisés dans le budget et donc reflètent la sincérité des efforts de la collectivité. En dépenses de fonctionnement à ce titre, nous anticipons une baisse de ces dépenses de fonctionnement à 26 284 589, avec dans le détail une stabilité des dépenses de personnel, une augmentation donc à 0%, comme pour cette année 2019, dans le budget que nous vous proposons pour 2020, et une baisse volontariste des charges à caractère général de 3,8%. Elle représente un peu plus du tiers, en tout cas les fluides représentent un peu plus du tiers de ces charges à caractère général, et c'est notamment sur les fluides. Je vois qu'il y a des élus qui ont mis des grands châles depuis, il fait peut-être froid dans la salle, mais ça permet de baisser les charges à caractère général. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment du confort, bien sûr, mais c'est un des objectifs, effectivement, de travailler sur ces économies de fluide. On remercie M. l'adjoint aux travaux de sa vigilance. Il est toujours à essayer de gagner 2 ou 3 jours chaque année sur la remise du chauffage dans les différents bureaux. Ce qui est prévu, donc, c'est un budget, ce qui vous est proposé, un budget qui est en parfaite continuité avec ceux qui ont été présentés les années précédentes, avec 3 fondamentaux: la stabilité des taux d'imposition, un désendettement qui est très volontariste, puisque nous prévoyons, comme les années précédentes, comme en réalité sur tous les budgets depuis le budget 2015, de réaliser un emprunt de 2 millions d'euros pour financer pour partie nos investissements. Mais quand on fait la différence entre ce qui est remboursé par la commune au titre des intérêts et du remboursement du capital de sa dette, d'une part, et ce qui est contracté comme dette nouvelle, ces fameux 2 millions, d'autre part, on devrait obtenir pour cette année 2020 un solde positif en désendettement de 1 930 991 euros, soit à peu près 95 euros par habitant sur ce seul budget 2020, y compris avec les données actualisées sur la démographie. Et je rappelle que l'objectif que nous nous étions donné en début de mandat, au moment où avait été présenté l'audit de l'OAT sur la situation financière réelle de la commune, qui était arrivé après le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'était de désendetter à la fin du mandat de 10 millions d'euros. Ce budget que nous votons, il permet effectivement
de toucher ce but, puisqu'on sera même légèrement supérieur à 10 millions d'euros à la fin de l'exécution de ce budget 2020 au titre du désendettement net pour les habitants de la ville de Saint-Guy-des-Vosges. C'est tout de même une baisse très significative. Ça nous permet, pour essayer de rester modeste, d'annuler l'effet des surprises terribles que nous avions trouvées en arrivant, puisqu'elles se montaient très exactement à 10 millions d'euros. Au titre des investissements, c'est un troisième élément de ces fondamentaux en matière budgétaire. Nous prévoyons pour 2020 une augmentation de l'investissement, une légère augmentation. On est légèrement inférieur à 4,5 millions d'euros sur le budget principal en dépenses réelles d'investissement, puisque, je vous l'ai dit, si évidemment on comptabilise l'ensemble des dépenses d'investissement, on est sur un montant bien supérieur. Alors, dans ces investissements, la grande nouveauté, c'est Action Cœur de Ville, c'est la revitalisation du centre-ville, et c'est l'accompagnement très volontariste à la montée en attractivité des logements du centre-ville. La notion de centre-ville ne doit pas être comprise de façon étroite, puisqu'on l'a dit la dernière fois, par exemple, il y aura des opérations financées rue des Travailleurs. Le périmètre Action Cœur de Ville est un grand périmètre qui ne concerne pas que la rue Thiers, la rue Dauphine et la rue Stanislas, loin de là. Les opérations qui seront financées ne seront pas seulement des opérations d'isolation phonique ou thermique, mais aussi, par exemple, la végétalisation des cours pour les rendre plus attractives, la construction d'ascenseurs là où c'est possible, parfois des destructions de murs entre différents espaces pour pouvoir faire un seul appartement, ou au contraire réaliser des appartements plus petits, etc. etc. Et je vous rappelle que ça va se traduire effectivement par une trésorerie qui va transiter pour une large part par la commune, puisque nous avons fait le choix, comme le pays de l'aide d'Audacie aujourd'hui, pour la rénovation thermique pour les propriétaires occupants les plus modestes, de pratiquer la subrogation, c'est-à-dire d'avancer l'argent pour que les travaux soient vraiment réalisés par ceux qui en font la demande et la proposition. J'insiste aussi sur le fait que cet accompagnement pour la redynamisation du logement, notamment en centre-ville, mais il y a des mesures sur le commerce qui nous avaient été présentées par Dominique Chauveau au conseil municipal précédent. Cette redynamisation, ce réenchantement du logement en centre-ville ne s'adressera pas que aux propriétaires modestes, mais à l'ensemble des propriétaires. Je dis ça parce que parfois on a pu avoir cette critique avec le dispositif Habiter mieux qui ne s'adressait qu'aux propriétaires modestes occupants, qu'un certain nombre de propriétaires, notamment ceux qui habitent loin, qui ont hérité d'immeubles ou qui se désintéressent, c'est vrai, pour certains d'entre eux, des logements qu'ils possèdent en centre-ville, qui n'étaient pas concernés, donc pas incités à investir sur ces logements. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Ça représente un budget d'à peu près 800 000 euros au titre de ce qui a été inscrit dans ce budget 2020. En volume financier, ce qui vient dépasser ce niveau de la revitalisation du centre-ville, qui est la vraie opération nouvelle, c'est le plan voirie, sa phase 4, mais là, comme le dit le nom phase 4, c'est loin d'être une nouveauté. Il s'agit, là encore, on avait pris cet engagement de consacrer entre 1 million et 1,5 million d'euros à la voirie, bien sûr sur des très grosses opérations de voirie très visibles, je pense à la rue Revel, la rue des Alliés, les chemins de la Côte-Callot récemment, la rue Dauphine, et on pourrait en citer d'autres, mais aussi sur des opérations plus quotidiennes, comme celle que nous avons récemment réalisée, chemin des Carrières à Robache, ou chemin du Bois-Vasselin, un petit peu au-dessus de la Vigne-Henri. On pourrait en citer beaucoup d'autres, rue Erckmann-Chatrian avec l'enfouissement des réseaux, rue du Lieutenant Bachelier précédemment à Foucharru, rue Burlin à Foucharru, il y a déjà un petit bout de temps, et beaucoup d'autres rues encore. Sur ce budget également d'investissement, on a la phase 2 de la réfection de l'église Saint-Martin. La grosse partie des dépenses a été engagée, on le sait, sur le budget 2019. En 2020, il restera à travailler sur le Bourdon et le Beffroi, sur l'orgue et sur le système de chauffage. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé à la paroisse de ne pas rouvrir l'église Saint-Martin, puisque ce serait un peu bête de l'ouvrir et de la refermer à nouveau pour réaliser les travaux, d'autant qu'aujourd'hui le système de chauffage ne fonctionne pas. Et donc on ne veut pas qu'il y ait des intoxications lors des célébrations à venir dans cet édifice reconstruit au début du XXe siècle.
Dans les autres opérations un peu moins significatives, mais quand même, on a la phase, combien 5 ou 6 maintenant 6. Il n'a même pas besoin que je lui dise de quoi il s'agit. Hop, il me répond tout de suite. Formidable. C'est ça, c'est la télépathie. La phase 6, oui, du contrat de renouvellement de l'éclairage public urbain et de la maintenance, donc c'est un peu moins de 300 000 €, monsieur l'adjoint, qui sont consacrés donc à changer les lampes, remplacer les lampes à sodium par des lampes à LED. On l'a fait dans beaucoup de quartiers de la ville maintenant. Je crois que Foucharou est quasiment terminé, ce qui était l'une des phases. Et donc on aura à choisir les rues à venir pour le programme prochain. C'est quelle rue, dites-nous? Vous ne vous souvenez plus? Non. Là, vous me posez une colle, monsieur. J'aurais réussi. Presque 6 ans, j'ai réussi à coller monsieur l'adjoint. Je suis content. Je n'ai pas perdu mon temps ce soir. Moi non plus. Et puis, une étude donc, pour savoir, pour connaître le devenir du relais paroissial Saint-Roch, anciennement chapelle du nouveau Saint-Roch, comme on disait autrefois, que la ville a acheté. Monsieur l'adjoint a d'ailleurs signé l'acte d'acquisition il y a quelques jours. Pour essayer de savoir, évidemment, le niveau de pollution, semble-t-il, il y a des amiantes dans ce bâtiment, ce à quoi il pourrait être réutilisé, s'il est nécessaire de le raser, etc. Et puis la vidéoprotection, monsieur le premier adjoint, bien sûr, avec la poursuite du remplacement des caméras pour avoir une meilleure définition. On a aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais à Saint-Dié-les-Vosges, donc le réseau de vidéoprotection le plus étendu du département des Vosges, et de très très loin, puisque vous avez vu qu'Épinal commence seulement à déployer ses premières caméras. Nous, on en a une grosse centaine, ici à Saint-Dié. Et on a même aujourd'hui des caméras qui peuvent, quand on en est informé, quand on a tel ou tel véhicule qui doit être suivi, des caméras qui peuvent identifier les véhicules quand on a rentré numériquement les caractéristiques de ce véhicule pour pouvoir répondre aux demandes de la police nationale, quelquefois de la gendarmerie, c'est un peu plus rare, surtout de la police nationale, ici en zone police. Donc c'est très impressionnant, et le directeur départemental de la sécurité publique, donc le patron de la police nationale dans le département, qui s'est rendu à Saint-Dié il y a quelques jours, a d'ailleurs félicité à la fois le premier adjoint, le chef de la police municipale et l'ensemble des policiers municipaux de la qualité du travail qu'ils conduisent au quotidien. Voilà pour les principales opérations inscrites à ce budget 2020. Encore une fois, un budget très fidèle aux tendances qui ont été esquissées fin 2014 pour le budget 2015. Alors on peut appeler ça, selon les goûts, soit de l'obstination, soit de la constance. Mais c'est bien, à cet égard, ça n'est pas le budget d'un nouveau mandat, c'est bien le dernier budget de ce mandat, très comparable à ceux qui ont précédé, avec cette différence simplement des opérations d'investissement. Bref, un budget rigoureux, une nouvelle fois. Et j'en profite pour dire que, quoi qu'il arrive, pour les budgets à venir, les budgets 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, il faudra continuer à faire des efforts à Saint-Dié-des-Vosges pour se retrouver dans une situation financière comparable à celle de la moyenne des villes de notre strate. Nous en sommes encore loin. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Ça va mieux. Le précipice a été évité. Mais les difficultés restent importantes. Et elles demanderont de la part des services, bien sûr des élus futurs, beaucoup de détermination. Le conseil municipal dernier, nous avons supprimé le budget annexe eau et le budget annexe assainissement, et aujourd'hui nous avons demandé à supprimer le budget eau rue. Donc ça fait déjà 5 budgets annexes de moins. Il reste le budget forêt. Alors le budget forêt cette année est un petit peu en baisse par sécurité, parce que vu la conjoncture actuelle sur les arbres et les maladies, on veut être un peu prudent, voilà, exactement, un peu prudent. Bon, il faut savoir également que tous ces budgets ont été votés bien sûr cette année et seront mis à jour par un budget supplémentaire l'an prochain quand nous aurons les résultats. Une précision sur le budget général, contrairement aux autres années, nous avons augmenté, d'habitude nous diminuons les dépenses de 0,12, donc de salaire, et quand nous avions le résultat, nous les augmentions. Cette année, nous avons mis les dépenses salariales
normale et nous avons augmenté en recettes les attributions de compensation qui vont forcément diminuer et qui seront donc compensées par le résultat. Et c'est le cas pour tous les budgets annexes, ils sont votés bien sûr sans les résultats, donc ils sont pour certains, enfin, pour la majorité, les chiffres sont inférieurs aux ceux prévus. Pour les budgets location commerciale, parking et zone, la ZAC, la zone d'aménagement concerté, c'est une stabilité. Pour la forêt, je vous ai dit que c'était plus petit pour des raisons de prudence. Et pour le Aquanova, donc il y a une légère augmentation qui est bien sûr due aux indices sur chaque loyer qui se font ressentir chaque année. Donc voilà en résumé, monsieur le maire, pour les budgets annexes, sans donner tous les chiffres. Merci monsieur l'adjoint. Je vais donc donner la parole au président des groupes d'opposition.